Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction sur la partie UML de votre projet fil rouge Restonic. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler de modélisation UML et plus précisément de comment concevoir une solution technique pour votre application. Au programme de cette vidéo, on va faire un tour d'horizon complet des 14 diagrammes UML qui existent. Ensuite, on va se concentrer sur les deux diagrammes obligatoires pour cet exercice. Donc, le diagramme d'activité, le diagramme de cas d'utilisation, mais je vais aussi vous donner des conseils pratiques pour réussir vos livrables. Alors bon, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Crystolink, il est important de comprendre qu'UML, c'est pas juste faire des petits schémas. UML, c'est un langage standardisé, universel, qui permet à tous les acteurs d'un projet de se comprendre. UML signifie Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié en français. La version actuelle, c'est UML 2.5, qui définit exactement 14 types de diagrammes. Et ces 14 diagrammes, on peut les séparer en deux grandes familles. Alors, la première famille, ce sont les diagrammes structurels. Ils représentent la structure statique du système, c'est-à-dire comment les choses sont organisées. Le premier diagramme, c'est le diagramme de classe. C'est le plus connu, le plus utilisé. Il montre les classes de votre système, leurs attributs, leurs méthodes et surtout les relations entre elles. Si vous faites de la programmation orientée à objet, c'est votre meilleur ami. En deuxième, on a le diagramme d'objet. Lui, il montre des instances concrètes à un moment T. C'est un peu comme prendre une photo de votre système en action. Ensuite, le diagramme de composants, très utile pour l'architecture. Il montre comment vos modules logiciels sont organisés et leurs dépendances. Le diagramme de déploiement, celui-là, il montre la configuration matérielle, serveur, post-client, comment tout ça communique. Indispensable quand vous allez déployer votre application. Le diagramme de pactage pour structurer de gros projets en package logique. Et deux autres plus rares, le diagramme de structure composite et le diagramme de profil. Bon, retenez surtout les quatre premiers. Ce sont ceux que vous utiliserez le plus souvent en pratique. Donc, maintenant, on passe à la deuxième famille qui est les diagrammes comportementaux. Eux, ils montrent ce qui se passe au fil du temps, comment les systèmes réagissent du coup aux événements. Et là, attention, il y en a deux qui sont obligatoires pour votre exercice. Le premier, c'est le diagramme de cas d'utilisation. C'est votre point d'entrée. Il identifie qui utilise le système et quelles fonctionnalités sont disponibles. C'est parfait pour communiquer avec un client ou des parties prenantes non techniques. Le deuxième obligatoire, c'est le diagramme d'activité. Lui, c'est un peu comme un organigramme amélioré. Il montre le flux d'un processus, les décisions, les actions parallèles, super utile pour modéliser un parcours utilisateur. Les autres, vous avez le diagramme de séquence qui montre les interactions dans le temps, très utilisé pour comprendre des scénarios complexes. Le diagramme de communication, similaire mais axé sur les liens structurés. Le diagramme d'état de transition, parfait pour modéliser le cycle de vie d'un objet. Et trois autres plus spécialisés, donc le diagramme de temps, le diagramme global d'interaction et le diagramme de vue d'ensemble des interactions. Voilà, vous avez 14 diagrammes au total. Pour cet exercice, concentrez-vous sur les deux obligatoires qu'on va voir en détail maintenant. Alors, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon, rentrons dans le concret avec le premier livrable obligatoire, donc le diagramme de cas d'utilisation de Restonic. Alors, qui utilise Restonic? On a quatre acteurs principaux. Le premier acteur, c'est le freelance, c'est le professionnel de la restauration qui cherche des missions. Lui, il va pouvoir créer son profil, consulter les offres, candidater, gérer ses disponibilités. En deuxième, on a le recruteur, c'est l'établissement, le restaurant, l'hôtel qui cherche des freelance. Lui, il publie des missions, consulte les profils, accepte ou refuse les candidatures. En troisième, on a l'administrateur. C'est celui qui gère la plateforme, modère les contenus, gère les utilisateurs et règle les litiges. Et quatrième, attention, c'est important, le système de paiement. Pourquoi c'est un acteur? Parce que c'est un système externe comme Stripe ou PayPal, et donc en UML, un système externe avec lequel votre application interagit, c'est un acteur. Donc on passe à la diapo suivante, sachant que je vais vous mettre le schéma en plus gros. Je vais vous montrer l'image, le diagramme d'utilisation. Donc,
je vais essayer de vous l'agrandir sans faire de bêtises. Donc, bon, je le déplacerai. Ok, donc c'est parfait. Donc maintenant, regardons comment j'ai organisé le diagramme. Donc vous voyez, j'ai utilisé des packages. Ces grands rectangles pour regrouper les cas d'utilisation par thématique. Donc il y en a plusieurs. Donc il y en a, tac, il y en a 2, 4, 5, 6. Donc on va voir du coup le package gestion des comptes. C'est tout ce qui concerne l'inscription, la connexion, la gestion du profil. Donc il est là. Donc, vous voyez, alors je vais le grandir. Donc, vous voyez, ensuite, on a le package gestion des missions. Alors, il est là. Bon, lui, il est un peu grand. Donc, lui, du coup, c'est recherche, rechercher, consulter, candidater, publier, modifier, supprimer des missions. Ensuite, il y a le package gestion des candidatures. Donc, c'est tout le processus côté recruteur pour gérer les candidatures reçues. Donc, hop, je vais vous montrer. Il est là-bas. Donc, vous voyez, c'est très simple ce que j'ai fait quand même. Alors, ensuite, on a le package notification et évaluation. C'est le système d'avis et de notification. Donc, lui, il est relativement simple. Bon, ils sont simples, j'ai envie de dire, tous. Ensuite, il y a le package administration où, du coup, c'est les fonctions réservées à l'admin. Alors, est-ce que je l'ai mis à gauche ou à droite? À droite. Donc, vous voyez, hop, donc il y a juste que 3 choix. Bon, il y a d'autres possibilités, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a le package paiement, donc c'est tout ce qui est la gestion financière, comme vous vous en doutez. Hop. Cette organisation, elle n'est pas obligatoire, mais elle rend le diagramme beaucoup plus lisible. Et croyez-moi, en entreprise, la lisibilité, c'est crucial. Maintenant, attention, point important, les relations humaines. Donc, vous voyez les flèches en pointillé avec écrit include, ça, ce que j'ai là, je sais pas, faire refuser une candidature, il y a inclus. Je sais pas si vous voyez ma souris, je pense pas. Eh bien, ça veut dire pour faire A, je dois obligatoirement faire B. Donc, un exemple concret. Donc, candidater admission include s'authentifier. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur connecté ne peut pas candidater. C'est obligatoire. Voilà, en gros. Maintenant, extend, c'est différent. Ça veut dire que je peux optionnellement faire ça. Voilà, en plus, je suis par exemple sur appliquer un filtre. Eh bien, par exemple, rechercher des missions peut être étendu par appliquer des filtres. Ça veut dire que les filtres, c'est optionnel. L'utilisateur peut rechercher sans filtre. D'ailleurs, vous voyez, j'ai ajouté des petites notes explicatives en URL. Vous pouvez ajouter des notes pour clarifier des points. C'est une bonne pratique. Donc, un freelance doit être authentifié pour candidater. Et le deuxième, c'est vers là-bas. Acteur, externe, Stripe, PayPal, etc. Et voilà pour le diagramme de cas d'utilisation. Vous devez produire quelque chose de similaire avec vos cas d'utilisation, vos acteurs, en restant cohérent avec le cahier des charges. Alors, je remets la diapo. Donc là, j'étais un peu rapide, mais bon. Alors, je ne sais pas si vous verrez correctement la diapo, mais le temps que je fais mon speech, je vous mettrai du coup le nouveau schéma. Donc là, on va passer, comme vous le voyez, au deuxième livrable obligatoire, donc le diagramme d'activité. Alors, donc là, on va entrer dans le détail d'un processus. Vous devez choisir un processus clé de Restolink et le modéliser. Je vais vous montrer deux exemples. Donc là, c'est le diagramme de processus de candidature d'un freelance à une mission. Je vais vous dire. Hop.
Donc, première chose, vous voyez, c'est deux colonnes verticales, celles où il y a freelance et système. Eh bien, on appelle ça des swim lanes ou couloirs en français. Ça permet de séparer les responsabilités. Ici, j'ai un couloir freelance et un couloir système, comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas 2 secondes. Tout ce qui est dans le couloir freelance, c'est les actions du freelance. Tout ce qui est dans le système, c'est ce que fait l'application automatiquement. On commence par le nœud initial. Ce petit cercle vert qui est plein, juste après freelance. Donc, le freelance se connecte, il accède à la recherche, il consulte les missions. Premier point de décision, est-ce qu'il veut appliquer des filtres? Si oui, on va à gauche, sinon on continue tout droit. La deuxième décision, la plus importante, est-ce que la mission correspond au profil? Sinon, il retourne à la liste. Si oui, il candidate. Je vais vous baisser le screen. Hop, voilà. Et donc, du coup, là, regardez bien, on passe dans le couloir système. Le système vérifie si le freelance a déjà candidaté. Si oui, message d'erreur. Sinon, on enregistre. Et ici, ben, juste en dessous de enregistrer la candidature dans la base de données, on voit une barre noire horizontale. Eh bien, c'est un for. Ça veut dire on fait plusieurs choses en parallèle. Le système envoie une notification au recruteur et au freelance simultanément. Et on termine par par le point rouge qui est donc le nœud final. Donc vous voyez, c'est très simple. Grâce au schéma que je viens de vous montrer, on voit et on comprend exactement ce qui se passe étape par étape. Donc, je vais vous montrer le deuxième exemple. Donc, hop, je vous l'agrandis, je vous la mets en haut. Vous le voyez, le deuxième exemple, c'est la publication d'une mission urgente par un recruteur. La même logique, on commence par la connexion, l'accès au formulaire, le remplissage des informations. La première décision, les informations sont-elles complètes? Sinon, message d'erreur, le recruteur corrige, on boucle jusqu'à ce que ce soit bon. Deuxième décision, est-ce une mission urgente? Et là, regardez, selon la réponse, on n'a pas le même traitement. Là, si c'est urgent, le système identifie les freelances disponibles et envoie des notifications multicanal, donc push, email et affichage prioritaire. Tout ça en parallèle grâce à un for. Mais si c'est pas urgent, une publication standard, beaucoup plus simple. Et à la fin, les deux branches se rejoignent pour la confirmation au recruteur. Voilà, voilà le for. J'ai oublié de descendre. Et quelques points d'attention pour vos diagrammes d'activité. 1. Utilisez bien les swimlines pour séparer les responsabilités. C'est beaucoup plus clair. 2. Les losanges de décision doivent avoir toutes leurs sorties étiquetées. Oui, non, ou alors des conditions claires. 3. Utilisez les forks quand plusieurs actions se passent en parallèle, pas qu'un sens séquentiel. 4. Chaque diagramme doit avoir un nœud initial et au moins un nœud final. Pas plus d'un nœud initial, mais vous pouvez avoir plusieurs fins si le processus a plusieurs issues possibles. Très bien, on a vu les diagrammes. Maintenant, je vais vous donner des conseils ultra pratiques pour réussir votre exercice. Et on retourne sur la diapo. Le premier conseil, et c'est crucial, donc là on a changé, hop, tac. Donc le premier conseil du coup qui est crucial, c'est le niveau de détail. L'erreur numéro 1 que je vois chez les apprenants, c'est soit trop de détails, pardon, soit pas assez. Trop de détails, ça donne quoi? Un diagramme avec 50 cases d'activités qui modélisent chaque validation de formule. Résultat, c'est illisible, c'est inutilisable. Pas assez de détails, vous avez 3 cases: se connecter, faire une action, se déconnecter. Ça n'apporte aucune valeur. Le bon niveau de détail, c'est celui qui permet à un développeur de comprendre quoi implémenter. Un client de valider que c'est bien ce qu'il veut. Quelqu'un qui découvre le projet de comprendre en 2 minutes. Dans mes exemples, je suis resté sur les actions métiers importantes, pas sur les détails d'implémentation. Alors, la deuxième série de conseils, c'est les erreurs à absolument éviter. La première erreur, ne pas respecter les standards UML. Si vous inventez vos propres symboles, personne ne comprendra.
UML, c'est un langage standardisé. Utilisez les bons symboles. Deuxième erreur, oubliez les acteurs externes, tels que le système de paiement. Eh bien, c'est un acteur. Une API externe, c'est un acteur. N'oubliez pas ça. La troisième, confondre cas d'utilisation et fonction technique. Un cas d'utilisation, si du point de vue utilisateur. Valider une requête HTTP, c'est pas un cas d'utilisation. Publier une mission, ça c'en est un. L'erreur numéro 4, c'est des diagrammes illisibles. Utiliser des couleurs, aérer l'espace, ajouter des titres. Un bon diagramme, on doit le comprendre en quelques secondes. L'erreur numéro 5, ne pas être cohérent avec le cahier des charges. Si le cahier des charges dit un freelance peut candidater à une mission, votre diagramme doit montrer ce cas d'utilisation. Et dernier conseil, les outils. Donc, pour cet exercice, je vous recommande Lucid Chart parce qu'elle a une super interface, elle est intuitive, parfait pour débuter et une version gratuite largement suffisante. Trao.io, 100% gratuit, open source, marque en ligne, hors ligne. C'est mon préféré pour l'enseignement. Plante UML, si vous aimez coder, c'est génial. Vous écrivez du texte, ça génère le diagramme. Et ça se versionne avec Git. Il y a Star UML, plus professionnel, avec génération de code, pour ceux qui veulent aller plus loin. Choisissez celui avec lequel vous êtes à l'aise. L'important, c'est le résultat, pas l'outil. Maintenant, et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de correction. On a fait le tour complet, les 14 diagrammes UML, le diagramme de cas d'utilisation en détail, le diagramme d'activité avec 2 exemples concrets, les conseils pratiques et les erreurs à éviter, les outils. Et n'oubliez pas, vous avez le document de correction complet en PDF, plus les annexes avec tous les diagrammes, et en bonus, les fichiers sources plantes humaines si vous voulez les modifier. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez le temps de lire le cahier des charges. Réfléchissez à votre modélisation. Faites des brouillons. Faites différents tests de différentes organisations. La modélisation UML, c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Et je vous souhaite bon courage pour votre travail et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet fil rouge.